3, 2, 1, bam! Au lieu de savourer un bon film, vous voilà en train de nettoyer votre micro-ondes après une véritable apocalypse de popcorn. Tout cela parce que vous avez accordé une confiance excessive au bouton popcorn. Il s'avère que bon nombre de ces boutons ne sont que des minuteries, et non des chefs cuisiniers cachés dans votre micro-ondes. Les différents types de popcorn, et même les différents lots de votre variété préférée, ont des temps de cuisson variés. Cela dépend du poids et de l'humidité du maïs, et il n'existe pas de régime de cuisson universel qui convienne à tous. Si vous comptez sur ce bouton à popcorn sans ajuster le temps, votre maïs ne sera pas assez cuit et plein de grains non éclatés. À l'inverse, si vous laissez le maïs éclater trop longtemps, il brûlera, et l'odeur persistante vous accompagnera plus longtemps que vous ne l'auriez souhaité. Certains modèles récents de micro-ondes, plus sophistiqués, sont équipés de capteurs d'humidité qui tiennent compte de tous les paramètres pour cuire votre popcorn de manière optimale. Il vous suffit de régler cela dans les contrôles. Consultez le manuel de votre micro-ondes pour vérifier si votre appareil dispose de cette fonctionnalité. Dans le cas contraire, il vous faudra suivre les instructions de votre sachet de popcorn, qui recommande souvent de ne pas utiliser le bouton créé à cet effet. Un micro-ondes de 700 watts fonctionne plus lentement qu'un modèle à 1000 watts. Même si vous avez fait des calculs et suivi le manuel à la lettre, ne laissez jamais votre popcorn sans surveillance. Consacrez-lui quelques minutes et restez à proximité pour en surveiller la cuisson. Écoutez la symphonie du maïs souffler. Lorsque l'intervalle entre chaque pop passe à 2 ou 3 secondes, éteignez-le, car une cuisson excessive peut entraîner des brûlures. Et même si vous suivez toutes les recommandations, ne blâmez pas uniquement le micro-ondes. Vérifiez la date de péremption de votre popcorn, assurez-vous que votre four soit propre, retirez toujours l'emballage plastique et dépliez le sac en papier avant la cuisson. Avec ces précautions, vous devriez vous en sortir. Si vous souhaitez explorer davantage les possibilités de votre micro-ondes, vous pouvez essayer d'y sécher des herbes. Disposez quelques herbes fraîches entre 2 serviettes en papier et faites-les chauffer par intervalle de 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient aussi sèches que vous le souhaitez. Vous pouvez également griller des noix de la même manière, en les disposant en une seule couche hachée sur une assiette et en les chauffant par intervalle de 30 secondes. De plus, votre micro-ondes peut vous faciliter l'épluchage de l'ail. Placez la tête d'ail entière dans le micro-ondes pendant environ 20 secondes, et les gousses devraient se détacher facilement de leur peau sans laisser d'odeur sur vos doigts. Les glaçons ne sont pas les ingrédients que l'on imagine le plus souvent réchauffés au micro-ondes, mais cette astuce est devenue très populaire sur TikTok. Une vlogueuse a essayé de réchauffer du saumon et du riz au micro-ondes avec un glaçon et une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Elle a ajouté d'autres ingrédients tels que du kimchi, de la mayonnaise, de la sauce soja, de l'avocat et des algues séchées. Sublimer la glace pour une recette n'a rien de nouveau, mais la passer au micro-ondes reste assez surprenant. Un professeur de cuisine a expliqué que le glaçon fournissait un élément à réchauffer pour le micro-ondes, et que la vapeur qui en résultait se diffusait uniformément dans la nourriture. Cela permettrait d'éviter le désagrément de ne réchauffer que la moitié de votre repas. Le papier sulfurisé aide également à conserver la chaleur. La vapeur monte, rencontre le papier, et le liquide chaud redescend pour réchauffer la nourriture. Il faut un certain temps pour qu'un glaçon fonde complètement dans le four, car les molécules d'eau qu'il contient sont maintenues ensemble par des liaisons hydrogènes fortes, nécessitant beaucoup d'énergie pour être rompues. Saviez-vous que réchauffer votre thé au micro-ondes était la méthode la plus efficace et la plus saine pour le préparer? Des chercheurs australiens ont prouvé que cette méthode permettait d'extraire tous les bienfaits, catéchine et caféine, de votre thé. Il vous suffit d'en placer un sachet dans une tasse d'eau fraîchement bouillie pendant une demi-minute. Ensuite, mettez la tasse au micro-ondes avec le sachet de thé encore dedans et laissez infuser pendant 1 minute à 500 watts. Enfin, retirez le sachet de thé et savourez votre boisson. Une tasse de thé vert ou blanc offre plus de bienfaits antioxydants qu'une portion de brocoli, d'épinards, de carottes ou de fraises. Et désormais, tous ces avantages sont à vous. Préparer du thé au micro-ondes constitue une excellente alternative à la bouilloire électrique. Un appareil que l'on trouve rarement dans les foyers américains, mais qui est très répandu par chez nous. La différence réside principalement dans l'efficacité des appareils. Les foyers américains fonctionnent le plus souvent avec une tension d'environ 120 volts, tandis que de nombreux pays d'Europe utilisent entre 220 et 240 volts. Plus la tension est basse, plus l'appareil fonctionne lentement. Ainsi, en effectuant quelques calculs simples, on peut constater qu'il faudrait environ 1 minute et demie de plus pour qu'une bouilloire atteigne la température d'ébullition aux États-Unis par rapport à l'Europe.
Le four à micro-ondes, qui a simplifié la vie de tant de monde, a été inventé par accident dans les années 40. Son créateur, Percy Spencer, cherchait à concevoir un moyen plus efficace de produire en masse des magnétrons pour radar. Ces dispositifs créant des ondes électromagnétiques qui vibrent. Alors qu'il testait l'un de ces magnétrons, il mit sa main dans sa poche pour en sortir un encas. La barre de cacahuètes qu'il avait dans sa poche avait fondu et s'était transformée en une pâte gluante. Bien qu'il ne pût déguster son 4 heures, il se rendit compte que quelque chose d'inhabituel venait de se produire. Il réalisa alors un autre test de son magnétron, cette fois-ci avec un œuf placé sous un tube. L'œuf explosa peu après. Le lendemain, il testa la cuisson de grains de maïs avec sa nouvelle invention. C'est ainsi qu'est né le premier prototype de micro-ondes. Ce dispositif fait partie de ces nombreuses inventions des années 40 que nous utilisons et apprécions encore aujourd'hui. L'année officielle de la naissance du concept de téléphone mobile est 1947. Il ne s'agissait pas d'un téléphone à clapet que tout le monde cachait secrètement dans sa poche. À cette époque, AT&T proposa à la Commission fédérale des communications, FCC, de distribuer une large gamme de fréquences radioélectriques pour concrétiser le rêve d'un service téléphonique mobile généralisé. La même année, les laboratoires Bell introduisirent l'idée des communications cellulaires. Toutefois, la FCC ne soutint pas cette initiative et limita le nombre de fréquences à 23 conversations téléphoniques simultanées dans une même zone de service. Le premier appel réalisé avec un téléphone portable n'eut lieu qu'en 1973. Il s'agissait alors d'un prototype pesant 780 grammes. Dans les années 1920, des ingénieurs visionnaires avaient déjà commencé à concevoir l'idée d'une télévision en couleur. Ce n'est toutefois que dans les années 1940 que CBS, en collaboration avec l'ingénieur Peter Goldmark, développa un système capable de diffuser des images dans les 3 couleurs primaires. Dès les années 50, la télévision en couleur avait déjà trouvé sa place dans les salons des familles occidentales. Sans la technologie des aérosols, il serait difficile de protéger vos cheveux contre les intempéries ou de réaliser des graffitis aussi rapidement. L'aérosol a été inventé par des chercheurs du département de l'agriculture qui l'ont créé pour pulvériser du poison sur les insectes nuisibles. Les bombes aérosols, principalement remplies d'insecticides, sont rapidement devenues disponibles au grand public américain. Cette invention fut ultérieurement perfectionnée par l'inventeur et ingénieur américain Robert Henry Abplanalp, qui créa une valve à sertir. Cette conception en aluminium léger a rendu les bombes pratiques pour pulvériser liquide, mousse, poudre et autres crèmes. Dans les années 40, l'ingénieur suisse Georges de Mestral se promenait dans les bois avec son chien. Lorsque, tout à coup, ses vêtements et la fourrure de son animal furent constellés de bardanes, ces plantes à fleurs épineuses. Intrigué, il examina ces épines au moyen d'un microscope afin de percer leurs secrets. Il découvrit que les bardanes possédaient de minuscules crochets, semblables aux crocs acérés d'un monstre, et capables de s'accrocher à tout ce qui comportait une boucle. Fibres textiles, fourrure animale, et même les cheveux humains. De Mestral réalisa qu'il pouvait reproduire la magie des bardanes, donnant ainsi naissance au velcro. C'est le premier jour de l'apocalypse. Internet s'est effondré, les chaînes logistiques sont rompues. Hors de votre maison ne règne que le plus grand chaos. Vous devez réfléchir vite. Il faut vous assurer que vos provisions dureront jusqu'à... qui sait. Tout d'abord, assurez-vous de constituer des réserves de pemmican. C'est une sorte de bœuf séché à très haute valeur nutritive. Le pemmican est une invention des peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui en dépendaient pendant les hivers rigoureux ou lorsque les ressources étaient rares. Il se conserve longtemps, et il est facile à transporter. L'essence même de la nourriture de survie. Il n'a certes pas l'air très appétissant, mais il peut durer jusqu'à 5 ans s'il est stocké correctement. Ce fameux pemmican est pour ainsi dire parfait pour l'apocalypse, car il vous fournira un repas hautement nutritif. Une barre de 60 grammes vous apportera environ 300 calories. Mais ici, vous obtenez 3 apports pour le prix d'un. De la viande séchée, des baies et même du sucre. Et vous n'aurez pas à en manger beaucoup pour vous sentir rassasié, car le pemmican fournit à votre corps une gamme de nutriments allant des protéines aux glucides. Je sais que vous les regretterez, mais n'emportez pas ces cookies aux pépites de chocolat dont vous raffolez tant. Vous aurez besoin d'une alternative appelée biscuits de mer, mais vous n'en trouverez pas au supermarché. Vous devrez les faire cuire par vous-même.
Ce sont littéralement les biscuits dont les marins se nourrissaient lors des longs voyages en mer. Un biscuit de mer peut durer une vie entière sans se gâter. Et on en a recensé certains qui ont duré plus de 80 ans. Il faut comprendre que lorsque les marins partaient en mer, ils ne savaient pas exactement quand ils remettraient pied à terre. Ils devaient donc être parés en termes de nourriture. Sans quoi, ils pourraient, mourir de faim. Les boulangers ont donc élaboré cette recette simple. Ces biscuits sont principalement faits de sel, de farine et d'un peu d'eau. Mais le secret réside ici, dans la méthode de cuisson lente qui en extrait toute l'humidité. Ces petits trous sur le dessus aident à la faire sortir pendant la cuisson. Une personne moyenne pourrait être capable de tenir avec 8 biscuits de mer par jour. Mais il y a un inconvénient. Ils sont si secs que l'on peut se casser les dents rien qu'en y croquant. Et on recommande de prêter une attention toute particulière aux insectes qui pourraient être cachés dans les trous. Donc, avant de mâcher de tels biscuits, assurez-vous de les débarrasser de tous ces parasites. Avez-vous déjà entendu parler d'une soupe que vous pouvez emmener partout ? La soupe portable est un ancien secret qui doit figurer sur cette liste. C'est une soupe dure et condensée, comme une sorte de bouillon solidifié, essentiellement constitué de viande. Vous devez la cuire lentement, à partir de n'importe quel type de viande riche en collagène. Lors de la cuisson, elle libérera son goût dans l'eau de la casserole. Après avoir laissé réduire pendant environ 18 à 24 heures, vous obtiendrez une substance nutritive semblable à de la gélatine. Lorsqu'elle refroidit, elle forme une plaque que l'on peut découper en carrés plus petits. Pour consommer votre soupe, vous n'avez plus qu'à trouver de l'eau chaude et y dissoudre un carré de viande. Il libérera tous les nutriments qui y sont condensés, vous donnant un copieux repas chaud et hautement nutritif. Si vous vous apprêtez à risquer votre vie pour ramener quelques provisions, n'oubliez pas le riz blanc. Cette variété de riz peut conserver sa teneur en nutriments et sa saveur jusqu'à 30 ans. Le riz blanc vaut mieux que d'autres variétés, comme le riz brun, en raison de ses huiles naturelles. Mettons que l'apocalypse soit survenu il y a 1 an déjà. À ce stade, vous vous êtes habitué à votre nouveau mode de vie. Vous sortez pour chasser de la viande fraîche, mais vous tombez sur un ours. Mais comme votre nutrition est optimale, vous avez toute l'énergie nécessaire pour lui échapper. Et vous pouvez remercier le blé Khorasan pour cela. Cette ancienne céréale contient jusqu'à 40% de protéines de plus que le blé moderne, et elle est également plus riche en zinc, magnésium, sélénium et acides gras bénéfiques. On ne l'appelle pas une céréale énergétique pour rien. Elle est facile à digérer et fournit davantage d'énergie que le blé ordinaire. Voici une petite idée. Quand on parle de nourriture de survie, on ne pense pas seulement à des choses pour remplir son estomac. Il nous faut penser en termes de nutrition, ainsi qu'en termes de bien-être. Ce qui signifie, pourquoi pas de la gelée. Cela peut sembler superficiel, mais ne sous-estimez pas le besoin de nourriture réconfortante pendant la fin du monde. Et comme elle est faite à partir d'une poudre industrielle, elle se conserve assez longtemps. De plus, c'est une excellente source de collagène qui aidera vos os à rester solides. Assurez-vous que votre garde-manger contienne suffisamment de sel et de sucre. Le sel est utilisé depuis que l'homme a découvert qu'il aidait à prolonger la durée de conservation de la viande et d'autres aliments. C'est pourquoi les embaumeurs d'ancienne Égypte l'utilisaient au cours de la momification, afin de ralentir le processus de décomposition. Le sucre peut être conservé pour une durée indéfinie. Assurez-vous cependant d'acheter un sucre raffiné de haute qualité, et stockez-le quelque part, sans aucune odeur forte, car il absorbe les parfums qui l'entourent. Le sucre et le sel empêchent la propagation des bactéries et des moisissures. Gardez à l'esprit que l'humidité sera l'un de vos principaux adversaires lors de l'apocalypse. Peut-être même pire que les zombies. Tout simplement parce que l'humidité permet aux bactéries et aux moisissures de prospérer, et ces intrus finissent immanquablement par gâter toute votre nourriture. 2 ans après le début de ce cataclysme, vous avez couvert tous les besoins de votre alimentation. Quand tout a commencé, vous aviez acheté un tas de légumes frais et les aviez déshydratés. En déshydratant les aliments, on en conserve tous les nutriments, mais ils se préservent beaucoup plus longtemps. De plus, ils réduisent considérablement en taille, ce qui en facilite le stockage. Vous n'avez pas oublié le beurre de cacahuète, bien entendu. Non seulement il est très calorique, mais c'est aussi l'un de vos derniers plaisirs à ce stade. Je sais ce que vous vous dites, je peux me passer de friandises, mais comment survivrai-je sans lait ? Nulle inquiétude. Au lieu du lait ordinaire, assurez-vous d'avoir beaucoup de lait en poudre. Vous pouvez même varier un peu, et vous procurer du lait de coco en poudre ou même du lait d'amande. Pour les préparer, vous aurez juste besoin de les mélanger avec un peu d'eau. Et bien sûr, le café est une importante denrée de survie.
Il se préserve longtemps, même s'il ne vous apportera pas beaucoup de nutriments. Il offre toutefois un apport en antioxydants qui contribueront à votre longévité. De plus, il participe à la bonne santé du cerveau, en prévenant la sénilité. Vous feriez mieux de prévoir un stock conséquent de nourriture en conserve, des haricots, des légumes, voire du poisson. Assurez-vous d'y inclure des haricots noirs, car ils sont riches en fer. Vous aurez besoin d'un solide système immunitaire, car il n'y aura plus beaucoup de médecins dans les parages, ou bien ils auront tous été transformés en zombies. Le saumon rose en conserve est un élément indispensable à votre garde-manger de l'apocalypse. Il contient une grande quantité d'acides gras oméga 3, qui seront bénéfiques à votre cerveau ainsi qu'à votre cœur. Il peut se garder jusqu'à 6 ans s'il est correctement conservé. Ne négligez pas non plus les flocons d'avoine. Il s'agit de l'un des aliments les plus sains du monde. Un bol de gruau pour le petit déjeuner peut vous rassasier plus longtemps, ce qui est très utile lorsque la nourriture se fait rare. Les flocons d'avoine sont simples à préparer et peuvent être consommés sans cuisson en les laissant simplement tremper dans l'eau pendant la nuit. Et que dire du maïs? Le maïs corné est l'un des plus indiqués pour une conservation à long terme. On en tire une assez bonne farine. On peut même le moudre pour préparer une délicieuse tortilla, au cas où vous commenceriez à regretter les soirées Tex-Mex d'antan. Il est préférable de conserver le maïs entier et de ne le moudre qu'au moment de la cuisson, pour une meilleure durabilité bien sûr. Malheureusement, le pop-corn absorbe plus d'humidité que les autres variétés de maïs et n'est pas le plus approprié pour un stockage à long terme. Disons simplement qu'il ne sera pas convié à l'apocalypse. Ce qui nous amène à un autre point. Rien de tout cela ne vous sera de la moindre utilité si vous ne savez pas comment stocker vos vivres. Vous devez créer un espace de stockage qui soit frais, sombre et sec. Cela peut étendre la durée de conservation de votre nourriture jusqu'à 30 ans. Quant aux aliments déshydratés, vous devez les conserver dans des récipients hermétiques. L'air représente la principale menace, car il est capable d'oxyder beaucoup de choses. La plupart des bactéries présentes dans notre nourriture ont besoin d'air pour se développer. Donc si nous éliminons l'air, cela signifie plus de vivres et moins de bactéries. Venise a interdit l'ouverture de nouveaux kebabs et autres fast-food pour préserver l'esthétique et les traditions de la ville. Cette mesure, adoptée il y a quelques années par les autorités locales, vise à limiter la prolifération de ce type de restaurant, seuls les glaciers artisanaux en étant exemptés. Les responsables du tourisme à Venise ont expliqué que l'objectif était de préserver le patrimoine culturel de la ville et d'en promouvoir les produits locaux. Ils s'inquiètent que les chaînes de restauration rapide puissent nuire à l'identité unique de Venise et dégrader son environnement. Venise n'est d'ailleurs pas la seule ville italienne à adopter de telles mesures. Vérone et Florence ont également instauré des restrictions sur les nouveaux kebabs et autres restaurants de cuisine étrangère. En 2012, les restaurants londoniens ont été bouleversés par l'interdiction des hamburgers roses et saignants, imposée par le conseil municipal de Westminster. Les autorités ont invoqué des raisons sanitaires, mais cette décision a laissé les gens sceptiques. Un chef a même déclaré que le respect de telles règles signerait la fin de l'industrie du hamburger. D'autres craignent que ce ne soit que le début, et qu'à terme, nous ne puissions même plus savourer d'œufs coulants ni de steak tartare. Il est vrai que la viande crue ou insuffisamment cuite peut être dangereuse, mais beaucoup estiment que les autorités exagèrent. Cependant, avec des précédents comme l'épidémie de la maladie de la vache folle à l'esprit, il est clair que le Conseil fait preuve de prudence. Par ailleurs, il est également interdit de commander un burger saignant en Nouvelle-Zélande en raison de préoccupations similaires liées à de dangereuses bactéries. Le poisson globe, une délicatesse japonaise, est réservé aux plus téméraires. Ses organes internes, notamment son foie, contiennent de la tétrodotoxine, un poison particulièrement violent. Celui-ci peut pénétrer dans votre corps de diverses manières, par une coupure dans l'épiderme, par inhalation et bien sûr par ingestion. En principe, la consommation d'un tel poisson est mortelle. Mais les chefs japonais sont formés pour retirer les parties toxiques du fugu, un mets coûteux et raffiné. Aux États-Unis, il est presque totalement interdit et seuls quelques établissements détenteurs d'une licence spéciale sont autorisés à en vendre. Sachez aussi qu'il n'y a pas que le poisson globe qui contienne ce poison. La plupart des pieuvres et des seiches en possèdent également. Le casu-marzu, surnommé le fromage pourri en italien, est sans grande surprise interdit aux États-Unis. Mais pour les aventuriers,
Direction la Sardaigne, au large de l'Italie. Ce fromage est élaboré à partir de lait de brebis et possède une particularité bien à lui. Des mouches spéciales y pondent leurs œufs. Les larves de ces mouches se développent en une quarantaine de jours. Après quoi, on laisse le fromage reposer pendant 2 à 3 mois. Les asticots aident ainsi à le décomposer, lui conférant une texture unique et une saveur piquante. Bien qu'interdit aux États-Unis, ce fromage vaut vraiment la peine d'être goûté si vous vous trouvez en Italie. Vous pourriez penser que les États-Unis offrent tout ce dont une personne peut rêver, mais un jour, vous vous réveillez avec une envie de haggis et vous découvrez que ce plat savoureux est interdit au pays de la liberté. Ce n'est pas parce que les Américains préfèrent dans les macaronis au fromage ou les hamburgers, mais parce que certains ingrédients du haggis, comme les poumons de mouton, sont jugés dangereux par les autorités américaines. Or, ces poumons constituent 15% du plat. À vrai dire, le haggis est composé d'une gamme complète d'abats de mouton, d'avoine, d'oignons hachés, de graisse de rognon et d'un peu de bouillon. C'est un plat à la texture rugueuse et friable, agrémenté d'épices. Si cette description vous donne envie, offrez-vous un petit week-end à Édimbourg. Malheureusement, le haggis n'est pas le seul plat européen interdit dans certaines parties du monde. Le boudin noir et d'autres plats similaires sont également proscrits aux États-Unis, pour des raisons sanitaires. Cependant, ne croyez pas ceux qui disent que les Canadiens ont interdit le soda Irn-Bru et la sauce marmite. Les autorités canadiennes ont démenti ces rumeurs il y a des années. Désolé, amis gastronomes, mais en Suède, il n'y a pas assez de place pour les chocolats M&M's et Marabou. C'est un véritable duel au soleil façon western entre ces friandises marquées de la lettre M. Alors, qui a gagné cette bataille des marques? Les chocolats Marabou, bien entendu. Présents depuis les années 50, ils ont résisté à l'arrivée des M&M's en 2009. En 2016, dans un formidable rebondissement, un tribunal suédois a statué que Mars ne pouvait pas vendre de M&M's avec ses M minuscules sur l'emballage. Donc, si vous avez des envies de M&M's aux cacahuètes en Suède, vous devrez vous contenter de la version avec des M majuscules. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment décerné des certificats de validation au Danemark, à la Lituanie, à la Pologne, à l'Arabie Saoudite et à la Thaïlande pour avoir éliminé les graisses trans de leurs aliments. Ces graisses sont nocives pour la santé et relativement faciles à éliminer, ce qui en fait une mesure de politique nutritionnelle simple mais essentielle au niveau national. L'OMS a ainsi lancé un nouveau programme qui délivre des certificats aux pays éliminant les graisses trans, à l'image de ceux délivrés pour l'éradication de maladies telles que la polio et la variole. La viande de cheval est interdite dans de nombreux États américains, principalement pour des raisons éthiques. Il est considéré comme cruel de consommer de la viande de cheval dans ce pays. De plus, certains pensent que des raisons de sécurité justifient également cette interdiction, car la viande de cheval peut contenir diverses toxines qui la rendraient un peu saine. Les Américains raffolent du saumon. Mais saviez-vous que les saumons d'élevage américains devaient leur couleur corail à un caroténoïde synthétique appelé astaxanthine? Ce produit chimique est même interdit à la consommation dans certains pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et que dire du lait consommé par les Américains? À moins d'être étiqueté spécifiquement, il est traité au moyen d'hormones artificielles, RBST ou RBGH, pour augmenter la production. La FDA affirme qu'il n'y a aucune différence dans le lait, mais des pays comme le Canada et ceux de l'Union européenne ont interdit ces hormones. Aux États-Unis, le poulet est lavé au chlore pour réduire le risque de maladies telles que la salmonelle. Cela semble plutôt incongru. Aussi le Royaume-Uni et l'Union européenne ont-ils interdit cette pratique en raison de préoccupations sanitaires liées aux méthodes d'élevage. Enfin, l'industrie porcine aux États-Unis utilise la ractopamine pour augmenter la masse musculaire du bétail. Bien que courante aux États-Unis, cette substance est interdite dans plus de 160 autres pays. On ne peut pas dire que ce soit un domaine où ils font l'unanimité, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous savourerez des Swiss Rolls, rappelez-vous que les colorants alimentaires, jaune 5 et rouge 40 qu'ils contiennent sont jugés problématiques en Europe et comportent des avertissements pour les enfants. En effet, ces colorants sont interdits dans au moins 2 pays européens, l'Autriche et la Norvège. D'autres pays exigent un étiquetage spécifique sur l'emballage.
De nombreux produits à base de pain aux États-Unis, comme les croissants, les bâtonnets de pain perdus et les petits déjeuners pré-tranchés, utilisent de l'azodicarbonamide en guise d'agent blanchissant. Ce produit chimique est proscrit en Europe, mais toujours autorisé par la FDA. C'est un véritable drame culinaire auquel nous assistons. Lorsque vous dégustez des bonbons arc-en-ciel, vous consommez également des colorants alimentaires tels que le jaune 5, le jaune 6 et le rouge 40. Ces colorants ont été associés à de sérieuses complications médicales, et l'Europe exige donc des étiquettes spéciales sur les emballages qui en contiennent, car ils peuvent avoir un impact sur l'activité et l'attention des enfants. Dans des pays comme la Norvège et l'Autriche, le jaune 5 est totalement interdit. En 1996, la FDA a approuvé l'Olestra comme substitut de graisse dans les snacks et les chips, afin que l'on puisse grignoter sans se sentir coupable. Malgré cette approbation, l'Olestra a été associé à des effets secondaires comme des crampes abdominales et des diarrhées, ainsi qu'à une inhibition de l'absorption de vitamines et de nutriments essentiels. En conséquence, cet additif a été interdit au Canada et dans plusieurs pays européens. La prochaine fois que vous prenez des snacks pour regarder votre série préférée, vérifiez qu'ils ne contiennent pas d'Olestra. Les graisses trans, comme les huiles de soja et de coton partiellement hydrogénées, peuvent même se retrouver dans votre crème à café préférée. Et oui, même le café est concerné. Ces graisses ont été associées à des maladies cardiaques. Bien que les graisses trans aient été officiellement interdites aux États-Unis en 2018, elles restent présentes dans l'approvisionnement alimentaire américain. Outre les États-Unis, plusieurs autres pays ont également imposé une limite stricte sur les graisses trans, parmi lesquelles la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, l'Islande, la Norvège et le Danemark. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de l'ondulation, mais il s'agit d'un système qui pourrait bien se trouver caché dans votre garde-manger en ce moment même. Avez-vous déjà remarqué ces rainures sur les boîtes de conserve? C'est exactement ce qu'elles sont. Et elles ne sont pas là juste pour l'esthétique. Tout d'abord, elles rendent la boîte de conserve extra résistante. C'est parce qu'elles peuvent l'aider à éviter de se fissurer pendant le processus de fabrication. De plus, ces cannelures sont utiles lors de la livraison, agissant comme une armure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Elles sont également utiles sur le long terme car elles aident à maintenir les boîtes de conserve dans leur forme originale. Même lorsque l'environnement ambiant devient trop chaud ou trop froid, ces ondulations leur permettent de respirer un peu. Elles se dilatent et se contractent sans briser le métal. Vous ne remarquerez peut-être pas de fissures sur les boîtes de conserve ordinaires. Mais même la plus petite des ouvertures peut paver la voie à de vilaines bactéries avides d'entrer en contact avec la nourriture, sans oublier qu'elle crée ce petit espace d'air. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, tout glisse facilement, sans que vous ayez à fournir beaucoup d'efforts. Vous savez ce qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts non plus? Cliquez sur le bouton d'abonnement et likez cette vidéo. Saviez-vous qu'il existe une plante tellement désireuse d'atteindre le soleil que vous pouvez entendre sa croissance? La rhubarbe, juste avant d'être cueillie dans les champs, absorbe autant de rayons de soleil que possible pour produire du glucose. Après cette séance de bronzage, elle est transportée dans des hangars sombres. À l'intérieur, elle continue de pousser et utilise le glucose stocké en guise de carburant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais dans cet endroit sombre, chaleureux et confortable, la rhubarbe commence à se comporter de manière étrange. Cet environnement pousse la plante à s'étirer, dans l'espoir de retrouver à nouveau les rayons du soleil. Et cela se produit si rapidement que vous pouvez réellement entendre les tiges pousser et les bourgeons faire du bruit lorsqu'ils s'éclatent. Pour s'assurer que ce processus se déroule sans encombre, aucune lumière n'est autorisée. Si la lumière atteint la rhubarbe à ce stade, elle reprendra sa photosynthèse et deviendra amère. En parlant de nos courses quotidiennes, vous avez peut-être remarqué que les sacs de légumes présentaient des rayures vertes. Sachez que c'est un subtil tour d'optique. Ces rayures trompent nos yeux, en leur faisant croire que les légumes sans peau sont beaucoup plus verts qu'ils ne le sont réellement. Et il n'y a pas que les légumes qui bénéficient de cet emballage spécial. Les oranges sont souvent vendus dans des sacs en filet rouge pour la même raison. Les citrons? On opte pour des sacs jaunes ou verts, afin d'obtenir le même éclat de couleur. Si vos compétences culinaires ne sont pas terribles, et que vous avez peur de gâcher encore une fois le dîner, mettez-vous aux champignons. C'est parce qu'ils sont presque impossibles à trop cuire. Contrairement aux légumes, qui se transforment en bouillie lorsqu'ils sont trop cuits, les champignons sont beaucoup plus résistants. Ils présentent une substance intéressante,
appelée chitine, une structure moléculaire qui fonctionne comme une armure. Ainsi, vous pouvez les cuire indéfiniment. Ils garderont leur consistance. Les donuts n'ont pas de trou pour faciliter leur prise en main. Si vous avez déjà essayé d'en faire à la maison, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous faites frire la pâte, l'extérieur cuit rapidement, grâce à l'huile bouillante. Si vous voulez que l'intérieur soit tout aussi bien cuit, vous devriez le laisser dans l'huile beaucoup plus longtemps, mais l'extérieur deviendrait alors trop brun. Grâce à ce trou au milieu, la chaleur atteint les deux côtés de manière égale, créant un beignet parfait. Voici comment ce petit bout de papier se retrouve dans votre biscuit chinois. Tout d'abord, on cuit ces biscuits à plat, comme des crêpes. Ensuite, lorsqu'ils sont encore chauds et malléables, on glisse à l'intérieur ces petits messages. Lorsque les biscuits refroidissent, ils durcissent et conservent leur forme, piégeant la prédiction à l'intérieur comme une savoureuse capsule temporelle. Selon la légende, ces friandises asiatiques étaient initialement destinées à aider les gens à s'envoyer toutes sortes de messages secrets sans éveiller de soupçons. Voici un petit conseil pour chaque fois que vous achetez un repas dans un fast-food. Évitez le mot « extra » lorsque vous passez commande. Le moment où vous employez ce terme, vous incitez les employés à vous facturer davantage. Optez plutôt pour quelque chose comme « un peu plus comme ceci, s'il vous plaît », lorsque vous commandez un burrito spécial. Selon une étude britannique, le fromage serait l'aliment le plus souvent volé au monde. On estime qu'environ 4% de tout le fromage disparaît simplement des magasins. Et non, ce ne sont pas les souris qui le dérobent, ce sont les gens. Pourquoi? Parce que le fromage devient de plus en plus cher. Son prix ne cesse d'augmenter et des voleurs rusés essaient de se faire de l'argent facile en le faisant simplement disparaître des rayons. Il n'y a pas que le fromage, cependant. D'autres éléments intéressants sur la liste des vols incluent la viande fraîche, le chocolat et les fruits de mer. Ferrero, l'entreprise à l'origine de ces délicieux pots de Nutella, a besoin d'environ 25% de la production mondiale de noisettes chaque année. Donc, si vous y réfléchissez, une noisette sur 4 finit dans un pot chocolaté. Les fabricants se procurent ces noisettes en Turquie, en Italie et au Chili, en veillant à ce qu'elles soient livrées depuis les deux hémisphères pour maintenir leur fraîcheur. L'impact de Nutella sur l'économie est encore plus important que vous ne le pensez. En raison de cette forte demande, le prix des noisettes a grimpé en flèche. En 2014, le gel a frappé les noisettes de Turquie, la moitié de la production a été perdue et les prix ont augmenté en conséquence. À présent, même des endroits comme le New Jersey tentent de cultiver ces noisettes dignes du Nutella. Lorsque vous imaginez quelqu'un essayant de faire passer quelque chose en douce dans l'espace, votre première idée ne serait pas un sandwich. Mais en 1965, lors d'une mission Gemini, l'astronaute John Young a apporté un sandwich au corned beef à bord, enfreignant les règles de la NASA. Il l'a caché dans la poche de sa combinaison spatiale avant le décollage. Environ 2 heures après le début du trajet de 5 heures, il s'est tourné vers son commandant et lui a offert cette délicieuse friandise illégale. Le commandant, bon joueur, l'a accepté. Et ils ont rapidement partagé cet encas savoureux. Il a même rangé les restes du sandwich dans la poche de sa combinaison spatiale pour éviter que des miettes ne salissent le vaisseau. En attendant, la nourriture officiellement approuvée par la NASA attendait patiemment dans une boîte à proximité. Les radis ne sont probablement pas votre premier choix en matière d'ingrédients dans une salade, mais ils ont aussi une histoire assez intéressante. Ces cousins de la moutarde, du brocoli, du chou et du chou-fleur sont cultivés et consommés depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Avant même que les Romains n'entrent en jeu, à l'époque de l'ancienne Égypte. À vrai dire, les radis étaient utilisés comme monnaie pour payer les ouvriers qui ont construit les pyramides, aux côtés des oignons et de l'ail. On pourrait croire que les Anglais sont les champions quand il s'agit de boire du thé, mais ce serait une erreur. La Turquie est en fait le leader mondial de la consommation de thé. Chaque Turc boit en moyenne 1300 tasses de thé chaque année. Dans une journée ordinaire, ils en sirotent entre 3 et 5 tasses, mais quand l'hiver frappe, ils peuvent atteindre jusqu'à 10 tasses par jour. Les locaux affirment que le thé relève pour eux de la coutume. C'est plus qu'une simple boisson chaude. C'est une excuse pour s'asseoir, profiter de l'ambiance et se connecter avec leurs proches. En ce qui concerne les différentes variétés, c'est le thé noir qui est préféré. Il se pourrait qu'une boisson magique se cache dans votre réfrigérateur. Il s'agit de l'eau tonique, et elle pourrait être capable de briller dans le noir. Si vous êtes curieux, testez-la avec un peu de lumière ultraviolette.
Le secret de cette lueur est assez simple. L'eau tonique contient de la quinine, un composé chimique qui s'illumine sous certaines conditions. La quinine était utilisée jadis pour traiter certains problèmes de santé. Ce produit était tellement amer que certaines personnes ont commencé à le mélanger avec du sucre et de l'eau gazeuse. En termes simples, les choses brillent parce qu'elles absorbent l'énergie lumineuse, s'excitent, puis la relâchent sous forme de lumière visible. La quinine présente dans l'eau tonique absorbe et relâche l'énergie, faisant ressembler votre boisson à une potion de conte de fées. Il existe un lien intéressant entre ce que nous entendons et ce que nous goûtons. Des scientifiques ont enquêté et ont découvert que les gens du monde entier associaient certains sons à des saveurs spécifiques, et ils appellent cela la correspondance intermodale. Les sons aigus correspondent au goût sucré et acide, tandis que les sons graves et discordants vont de pair avec l'amertume. Si c'est un staccato, vous pensez au croustillant, et si c'est lisse et fluide, vous pensez au crémeux. Certains ont même trouvé des musiques capables de rehausser le goût du chocolat. Dans cette étude, lorsque les gens ont écouté cette bande son sucré, aux tons aigus, tout en mangeant du chocolat, ils le trouvaient plus sucré que lorsqu'ils entendaient une bande son plus grave et plus dissonante. Êtes-vous prêts pour une aventure épicée? Parlons cannelle. La plupart d'entre nous saupoudrent nos flocons d'avoine, nos toasts et nos tartes aux pommes de cette épice bien sympathique. Mais saviez-vous que certains vendeurs sournois essaient de nous vendre de la fausse cannelle? Alors, comment repérer l'imposture? La vraie cannelle s'appelle cannelle de Ceylan. La fausse s'appelle notamment cannelle de Cochinchine. Pour les distinguer, il suffit d'observer les bâtons eux-mêmes. La vraie cannelle est claire, et son écorce est fine et délicate. La fausse cannelle est foncée et plus épaisse. Mais ne vous inquiétez pas, nul besoin d'être un fin connaisseur pour apprécier la vraie cannelle. Veillez simplement à vérifier que l'étiquette dit bien cannelle de Ceylan. Vos papilles vous remercieront. Le chocolat blanc est-il authentique ou s'agit-il d'un imposteur? Il est temps de trancher ce débat une fois pour toutes. Certains disent que ce n'est même pas du chocolat car il ne contient pas de cacao, mais ne jugeons pas un livre à sa couverture, ou un chocolat à sa couleur, d'accord? Techniquement, le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao, de lait et de sucre, ce qui en fait un cousin éloigné des variétés de chocolat plus brun. Mais si vous voulez mon avis, la famille est la famille, même si ses membres ne se ressemblent pas et n'ont pas le même goût. Et ne laissez personne vous dire que le chocolat blanc n'est pas délicieux, car il l'est. Sa texture douce et crémeuse et sa saveur sucrée et onctueuse en font une délicieuse friandise, seule ou dans des produits de boulangerie tels que les biscuits et les gâteaux. Que vous considériez ou non le chocolat blanc comme du vrai chocolat, convenons qu'il s'agit d'une délicieuse gourmandise dont nous pouvons tous profiter. Pourquoi les Américains disent-ils que les frites sont françaises? Accrochez-vous à vos pommes de terre. Car il s'avère que les origines de la célèbre frite sont un peu plus compliquées que vous ne le pensiez. S'il est vrai que la cuisine française est à la source de certains des plats les plus délicieux au monde, comme les escargots et le coq au vin, les frites proviennent en réalité de Belgique. En effet, c'est dans le pays des gaufres et du chocolat que nos petites amies croustillantes ont été préparées pour la première fois. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Si on les appelle French fries aux États-Unis, c'est en fait à cause de leur préparation, et non à cause de leur pays d'origine. Le terme français, dans ce contexte, fait référence à la technique qui consiste à couper les pommes de terre en longues et fines lamelles appelées juliennes. Cette technique a été popularisée en France au XVIIIe siècle, d'où cette appellation outre-Atlantique. Vous voulez ajouter des nems à votre commande? Bien sûr, ils sont délicieux, mais pourquoi tout ce remue-ménage autour de ce mets? Tout d'abord, parlons des œufs. Les nems n'en contiennent pas vraiment. Si on le croit généralement, c'est en raison de la fine enveloppe crêpée que l'on prépare à base d'œufs. Il n'y en a donc que dans cette couverture qui garde tous les autres ingrédients bien au chaud à l'intérieur. Mais qu'en est-il de la garniture? C'est une très bonne question. Les rouleaux impériaux peuvent être garnis de tout ce que vous souhaitez. Légumes, viande, fruits de mer, etc. Certaines personnes aiment même ajouter un peu de fromage ou de riz pour faire bonne mesure. Mais là, les choses deviennent un peu bizarres. Il y a un débat dans le monde des nems sur la question de savoir s'ils doivent être frits ou cuits au four. Pour ma part, j'opte pour la version frite. J'adore cette enveloppe croustillante et dorée. C'est quelque chose d'incomparable. Vous devriez peut-être vous asseoir à présent. Les fraises ne sont pas des baies, mais les bananes, si. Vous ne me croyez pas? Voici ce qu'il faut savoir.
Une baie est un fruit charnu produit à partir d'un seul type de cellule. Et devinez quoi? Les bananes répondent parfaitement à cette définition. Elles ne sont peut-être pas aussi juteuses qu'une pastèque ou aussi acidulées qu'une framboise, mais ce sont des baies. On les appelait autrefois koalas ours, mais c'était une erreur. Les koalas ne sont pas des ours. Ces créatures mignonnes et câlines sont des marsupiaux, ce qui signifie qu'elles portent leurs petits dans une poche. Et même s'ils ressemblent un peu à des ours en peluche, ils n'ont aucun lien de parenté avec eux. Mais nous ne pouvons pas reprocher aux gens de penser que les koalas sont des ours. Après tout, ils ont cette fourrure duveteuse et ces oreilles rondes qui leur donnent l'air d'être prêts pour un câlin. Mais les koalas sont une espèce à part entière. Ils possèdent des caractéristiques étonnantes qui les rendent tout à fait singuliers, comme leur régime alimentaire à base d'eucalyptus et leur capacité à dormir jusqu'à 22 heures par jour. Sérieusement, comment font-ils? Si vous ne connaissez pas l'histoire de la tarte à la crème de Boston, vous allez être surpris. Tout d'abord, mettons les choses au clair. La Boston Cream Pie n'est pas une tarte. Je sais, c'est dans le nom, mais faites-moi confiance. Il s'agit d'un délicieux gâteau fourré de crème pâtissière et recouvert d'un succulent glaçage au chocolat. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle Boston Cream Pie? La légende veut qu'elle ait été inventée par un cuisinier de l'hôtel Parker House à Boston en 1856. Ce cuistot, qui avait apparemment un grand sens de l'humour, a décidé de l'appeler tarte juste pour se moquer des gens, et le nom est resté. Mais n'oublions pas la véritable star de ce dessert, la crème pâtissière. Onctueuse, crémeuse et juste ce qu'il faut de sucré, c'est elle qui fait la particularité de ce gâteau. Et ce glaçage au chocolat sur le dessus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sans cerise. La cacahuète est-elle une noix? Cette question peut sembler idiote, mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes se trompent à ce sujet. Mettons les choses au clair une fois pour toutes. Les cacahuètes sont des légumineuses. En effet, elles font partie de la même famille que les haricots et les lentilles. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne leur en tiendrons pas rigueur. Après tout, elles sont bien à leur place à l'heure de l'apéro. Mais voilà quelque chose qui pourra vous surprendre. Même si les cacahuètes ne sont pas des noix, elles peuvent tout de même provoquer des allergies similaires. En effet, elles contiennent des protéines analogues à celles des fruits à coque, comme les amandes. Par conséquent, si vous êtes allergique aux noix, mieux vaut vous méfier des cacahuètes. Vous est-il déjà arrivé d'utiliser le terme papier d'étain pour désigner le papier d'aluminium? Moi non plus. Mais autrefois, beaucoup de gens utilisaient ces deux termes de manière interchangeable. Pourquoi? Il y a longtemps, le papier d'aluminium était fait d'étain. Au XIXe siècle, avant que l'aluminium ne devienne bon marché, on utilisait du papier d'étain pour emballer les aliments. Mais lorsque le papier d'aluminium est apparu, il est rapidement devenu le choix le plus populaire, car il était moins cher et facile à produire. Ensuite, le mot s'est perdu. Et le papier d'aluminium a d'abord été commercialisé sous le nom de papier d'étain, notamment aux États-Unis. Et puis ces deux matériaux ont des propriétés similaires. Voilà pourquoi on utilisait à l'époque les deux termes de manière interchangeable. Enfin, quelle que soit la raison, une chose est sûre. Si vous demandez aujourd'hui du papier d'étain dans un supermarché, personne ne comprendra. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que votre fidèle vaisselle en Pyrex n'est pas du tout en Pyrex. Ne vous méprenez pas, la contrefaçon fait toujours l'affaire, mais ce n'est pas la même chose. Vérifiez bien l'étiquette quand vous achetez un plat et vous saurez de quoi il en retourne. Voici un aide-mémoire qui vous permettra de savoir quel type de récipient vous avez dans votre placard. Si vous voyez le mot Pyrex avec un P minuscule sur un plat, cela signifie qu'il ne va ni au four ni au micro-ondes, il s'agit probablement de verre sodocalcique. Utilisez ces récipients pour le stockage des aliments. En revanche, si vous voyez Pyrex en majuscule, vous avez de la chance. Cet ustensile de cuisine est fabriqué à partir d'un type de verre spécial et peut être chauffé au four ou au micro-ondes. Mais ne le passez pas sous le grill du four, cela pourrait faire des dégâts. Et si vous passez votre Pyrex du réfrigérateur au four, veillez à le laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes pour éviter qu'il ne se casse. Tu décides d'essayer une nouvelle marque de café qui a un bel emballage doré et qui porte fièrement la mention 100% café, mais qui n'a pas du tout le même goût que ta boisson préférée. Ne te reproche pas d'être le pire barista de la planète. La substance que tu viens d'acheter n'est peut-être pas du tout authentique. C'est la façon dont il est fabriqué qui rend le café si cher.
On ne peut pas accélérer la croissance de ces plants. Selon le type de café, il faut entre 3 et 5 ans à un caféier pour commencer à porter des fruits. La culture du café est une industrie qui repose sur l'énergie humaine, de la plantation à la transformation. Les fermes sont souvent immenses, et il faut beaucoup de mains pour planter tous ces arbres. Il faut environ 2000 cerises de café arabica, cueillies à la main, pour produire 500 grammes de café torréfié. Si tu veux acheter le meilleur produit parmi la grande variété proposée, ignore les étiquettes qui indiquent 100% pur café. S'il n'est pas indiqué 100% arabica, c'est qu'ils ont dû mélanger des grains robusta moins chers, et ton café peut avoir un goût plus amer. Vérifie la date de torréfaction pour voir si le café est frais, et non la date de péremption. Lorsqu'une marque propose 1000 arômes artificiels, c'est le signe qu'elle n'a pas confiance en la qualité de ses grains. Un bon torréfacteur te proposera quelques saveurs uniques, mais pas tout un buffet. Au Japon, tu trouveras du wasabi un peu partout, mais il y a de fortes chances que si tu en as consommé en dehors du pays, il n'était pas authentique. Le véritable wasabi ne provient pas d'une plante de réfort ordinaire. Il s'agit en fait d'un légume racine, qui provient de la tige de la plante de wasabi. Cette tige est râpée et transformée en pâte. Il n'est pas facile de faire pousser des plantes de wasabi, car ils n'aiment que les cours d'eau clairs des vallées du Japon. C'est pourquoi le vrai wasabi coûte si cher. Le faux wasabi est généralement un mélange de réfort déguisé en wasabi. Tu le trouveras en tube, en petits sachets ou sous forme de poudre que tu dois mélanger à de l'eau. Ces produits ne contiennent souvent qu'un tout petit peu de vrai wasabi, généralement de 1 à 3%. Cela permet de réduire considérablement les coûts. Si tu veux savoir si tu as du vrai wasabi, vérifie sa texture. Si elle est très lisse et pâteuse, tu as probablement affaire à du réfort en purée. Mais si elle est granuleuse, comme si la racine venait d'être enveloppée, il est probable qu'il s'agisse de vrai wasabi. On laisser toujours frais car ça sévère et son piquant disparaissent rapidement une fois frappé. Le seul parmesan que tu peux vraiment appeler ainsi doit provenir de la région d'Émilie-Romagne en Italie, en particulier de Parme ou d'une certaine partie de la Lombardie. Il n'y a qu'environ 300 laiteries certifiées dans cette région, qui peuvent fabriquer du véritable Parmigiano Reggiano, et elles doivent le faire vieillir pendant. Au moins un an pour que ces cristaux super importants se développent. Certaines villes sont jusqu'à 100 mois ou plus. Les mots de parmesan authentiques ne sont pas marqués par du sceau DOP, Denominazione di Origine Protetta, ce qui signifie qu'il s'agit d'un produit authentique provenant du bon endroit. Le parmesan italien est facile à trouver dans la plupart des magasins, mais il existe d'autres options moins coûteuses. En effet, le parmesan fabriqué aux États-Unis ne doit être mûri que pendant 10 mois. Et certains mélanges râpés peuvent contenir jusqu'à 4% de matière de remplissage. Comme de la farine de riz ou de la cellulose de pulpe de bois. Le parmesan authentique ne contient que 3 ingrédients, dont du lait de vache de la région. Et les règles sont strictes en ce qui concerne leur alimentation, comme des céréales fermentées. Amateur de sirop d'érable, ceci est pour toi. Savais-tu que pour produire ce sirop délicieux, les artisans doivent entailler des érables pouvant atteindre plus de 5 étages de haut, extraire la sève et la faire bouillir? C'est un métier séculaire, transmis de génération en génération depuis les peuples indigènes jusqu'aux fabricants d'aujourd'hui. Mais on trouve aujourd'hui beaucoup de produits qui n'ont rien à voir avec ce processus. Le sirop à crêpes, ou sirop de table, est un mélange de sirop de maïs, de colorant caramel et d'arômes. Si tu vois ces ingrédients sur l'étiquette, c'est le signe que tu n'as pas affaire à du vrai sirop d'érable. La consistance du produit est un autre indice. Le sirop d'érable authentique est liquide, c'est pourquoi tu peux le verser facilement. Le sirop à crêpes est plus épais et plus collant. On ne peut pas toujours se baser sur le prix dans ce cas-là, car même le vrai produit peut être très abordable. Les sacs de créateurs sont un autre type de produit souvent contrefait. Pour t'assurer que tu achètes un vrai sac, touche-le soigneusement. S'il est censé être en cuir, il doit en avoir la texture et l'odeur. Les faussaires négligencent souvent la qualité des matériaux. Vérifie les fermetures éclairs, les boutons et toutes les pièces métalliques. Ils doivent être solides et de bonne qualité. Et bien sûr, il ne faut pas que leur surface s'écaille.
Regarde de près les coutures. Des coutures négligées ou irrégulières te renseigneront aussi. La doublure intérieure est un autre élément à surveiller. Touche-la et assure-toi qu'elle corresponde à la qualité de la marque. Fais attention au logo. Est-il bien détaillé? Il en va de même pour l'étiquette. Elle pourra t'aider à repérer une contrefaçon. Vérifie le nombre et l'emplacement des poches. Chaque modèle a son style propre. S'il ne correspond pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les magouilles concernant l'huile d'olive extra vierge remontent à la Rome antique. À l'époque, des escrocs vendaient des mélanges de mauvaise qualité sous l'étiquette fantaisiste Oev. Aujourd'hui, la plupart des huiles d'olive extra vierges légales proviennent d'Espagne, d'Italie ou de Grèce. Ils la produisent en écrasant des olives mûres, sans chauffer ni produits chimiques. Une bonne huile d'olive peut coûter environ 10 € pour des 5 centimes. Les faussaires sont maintenant légion parmi les producteurs, ce qui rend difficile la détection des contrefaçons. Mais tu as plus de chances de trouver le bon produit si tu évites les variétés mélanges ou légères sur l'étiquette. Vérifie la date de pressage. Elle doit dater de moins d'1 an, car l'huile perd sa saveur fruitée après quelques années. S'il y a une date de récolte et des détails comme le nom du producteur ou le type d'olive, le produit est probablement authentique. Certaines huiles de haute qualité indiquent le taux d'acides gras, ce qui est un bon signe. Ne te fie pas automatiquement aux emballages fantaisistes ou aux prix élevés. Même une bouteille chère peut être périmée. Si tu aimes cuisiner, tu devrais toujours avoir de la cannelle, de la menthe, de la muscade, de la sauge et d'autres épices dans tes placards. Mais tu ne seras jamais certain d'avoir un bon produit si tu n'as pas payé assez cher. Lorsque tu fais le calcul au kilo, certaines épices, comme la vanille et le safran, sont aussi chères que des métaux tels que l'argent et l'or. Et là où il y a de la valeur, il y a souvent de la fraude. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars pour les escrocs qui cherchent à se faire de l'argent facilement. Si tu veux des épices authentiques dans tes plats, le mieux est d'acheter les épices entières et de les mettre toi-même. Si possible, essaie de trouver un détaillant qui vend des épices en vrac. Tu pourras les voir toi-même, et l'arôme de la vraie cannelle ou de l'origan ne te trompera pas. Lorsque tu achètes une montre de créateur, regarde bien si elle a des imperfections ou des défauts. Les montres de créateur sont généralement fabriquées selon des normes de qualité, et la peinture écaillée, les rayures ou les fautes d'orthographe sont choses rares. Vérifie aussi si le fermoir fonctionne et si la montre donne l'heure exacte. Les vraies montres de créateur ont des gravures précises créées par des horlogers qualifiés. Si le lettrage est mal fait ou difficile à lire, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une contrefaçon. Ces montres sont fabriquées avec des métaux précieux et des pièces complexes. Elles doivent donc être un peu plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Si une montre te semble étonnamment légère, il s'agit peut-être d'une fausse. Les montres de luxe ont des numéros de série gravés au laser et non imprimés à la va-vite. Assure-toi que ces numéros correspondent à ceux du boîtier et de la garantie. Il suffit de faire une recherche en ligne ou de contacter le service clientèle du fabricant pour confirmer que tu as une vraie montre. Tu t'es déjà demandé pourquoi les choses sont comme elles sont? Par exemple, pourquoi il y a ces petits trous dans les boîtes de nourriture à emporter? Ne t'inquiète pas, tu es sur le point de le découvrir. Les bonnets surmontés d'un pompon duveteux sont parmi les accessoires les plus populaires de l'hiver. Il s'avère que la raison pour laquelle ces couvre-chefs ou d'autres chapeaux ont un pompon n'est pas un effet de mode du passé. Selon l'une des théories, il a été placé là pour une question de sécurité. Les marins français portaient des chapeaux avec un pompon pour ne pas se cogner la tête contre les poutres ou les plafonds bas et éviter qu'on ne les perde de vue dans une mer agitée. Il ne serait donc pas exagéré de qualifier ces pompons de pare-choc pour la tête. Tu as déjà remarqué ces œillets sur les côtés des chaussures de randonnée? Une chose est sûre, même si cela paraît très logique, ils ne sont pas là pour assurer la ventilation de tes pieds afin qu'ils ne sentent pas trop mauvais. Ils sont là pour empêcher tes chaussures de bouger et t'éviter ainsi de glisser et tomber pendant que tu marches ou grimpes. Lorsque tu partiras pour ta prochaine aventure, assure-toi de nouer tes lacets à travers ces trous supplémentaires pour serrer tes chaussures afin qu'elles soient mieux ajustées. Tu es à une soirée barbecue avec tes amis. L'hôte sert des boissons fraîches dans des bouteilles à long col.
Tu te dis, pourquoi les bouteilles ont-elles ce si long col? Il y a 2 raisons à cela. La première est de réduire le coût total du récipient. Plus le col est étroit, plus la capsule peut être petite. Et la deuxième raison est de s'assurer que ta boisson reste fraîche plus longtemps. Lorsque tu tiens la bouteille par son col et non par son corps, la chaleur provenant de ta main ne réchauffera pas le reste de ta boisson. La couleur des attaches en plastique sur les emballages de pain indique quel jour de la semaine le pain a été cuit. Même si certains fabricants ont leur propre code de couleur, la règle est généralement la suivante. Bleu le lundi, vert le mardi, rouge le jeudi, blanc le vendredi et jaune le samedi. Choisis donc en connaissance de cause pour obtenir le pain le plus frais possible. Tu te sens trop paresseux pour préparer le dîner et tu vas dans ton restaurant préféré pour commander un plat à emporter. Tu rentres chez toi avec la perspective alléchante d'un délicieux repas. Tu ouvres la boîte et découvres que ta nourriture est trempée à cause de l'humidité accumulée à l'intérieur. Eh bien, cet accessoire secret va t'aider à empêcher que cela ne se reproduise. Tu as remarqué ces languettes perforées dans les coins du couvercle de la boîte? Tu dois les pousser vers le bas pour permettre à la vapeur de s'échapper par les trous. Enfin, si ton plat est chaud, bien entendu. Si tu fais partie des personnes chanceuses qui ont un lave-vaisselle à la maison, tu vas te sentir encore plus chanceux quand tu apprendras que tu peux laver d'autres choses dedans. En plus de rendre ta vaisselle propre et brillante, il peut aussi nettoyer tes pinceaux à maquillage. Il suffit de les placer à l'intérieur du bac à couvert pour enlever toute la saleté et l'excès de produit qui s'est accumulé dans les poêles. Tu es allé au marché et tu as acheté des fruits et légumes frais. Tu veux les débarrasser de la saleté, surtout les pommes de terre, avant de tout placer dans le réfrigérateur. Ne perds pas ton temps à les laver un par un. Place-les dans ton lave-vaisselle et règle-le sur le cycle de rinçage à l'eau froide. Mais attention, ne mets surtout pas de détergent. Fais-tu partie des nombreuses personnes qui utilisent le tiroir sous leur four ou leur cuisinière comme un espace de rangement? Désolé de te décevoir, mais y ranger des poêles, des plaques à biscuits ou des moules à muffins n'est pas son unique raison d'être. Certains l'appellent le tiroir chauffant, et il permet de garder tes plats au chaud une fois qu'ils sont cuits. Alors, si tes invités sont en retard, mets-y le plat que tu as préparé jusqu'à ce qu'ils arrivent. N'oublie pas que tous les modèles de four ne sont pas adaptés à cette fonctionnalité. Mais certains tiroirs servent même de grill. Consulte le manuel pour t'assurer de la nature du tien. La plupart du temps, les oranges, les citrons et les avocats sont vendus dans des filets. Et quand tu rentres des courses, tu les jettes probablement à la poubelle, n'est-ce pas? Mais savais-tu que tu peux les utiliser comme grattoir à casserole? Il te suffit de les attacher ensemble. Ensuite, tu peux te mettre à nettoyer tes plats, casseroles et poêles sales. Tu peux même les transformer en grattoir à usage unique pour d'autres appareils de cuisine ou pour ton évier. Si tu es dans un magasin à la recherche de nouveaux cintres pour organiser ton placard, il est recommandé d'acheter ceux en bois de cèdre plutôt qu'en plastique. Tout d'abord, le bois de cèdre agit comme un répulsif naturel. Les nuisibles comme les mites, les puces, les poux, les poissons d'argent, les fourmis, les moucherons et les tiques ne s'approcheront pas de tes vêtements ou de ton placard si tu les utilises. La deuxième raison pour laquelle tu devrais opter pour ces cintres est qu'ils absorbent les odeurs indésirables de tes vêtements ainsi que l'humidité. Et cette caractéristique aide à prévenir les moisissures. Tu pourras donc porter ta robe ou ton costume préféré plus longtemps. C'est de nouveau le jour des tacos. Tu invites un couple d'amis à venir déguster des tacos faits maison. Mais même si tu as la recette pour faire des tortillas, tu ne sais pas comment leur donner cette parfaite forme de coquille. Eh bien, cette utilisation cachée pourrait t'aider. Si tu as un plateau à muffins à la maison, alors tu as tout ce qu'il te faut. Il suffit de le retourner et de placer les tortillas entre les reliefs. Bon appétit! Si tu aimes coudre et confectionner tes propres vêtements, alors tu dois avoir l'habitude d'utiliser ces pelotes à épingles, qui sont presque toujours accommodées d'une petite fraise. Mais à quoi sert-elle? Tout d'abord, tu peux y glisser l'aiguille que tu utilises en ce moment, ou ta préférée, pour ne pas avoir à la chercher tout le temps parmi les autres aiguilles. Et deuxièmement, elle est remplie d'émery qui t'aidera à nettoyer et à aiguiser tes aiguilles une fois qu'elles y seront entrées. Tu es plutôt ketchup ou mayo? Les fans de ketchup ont sûrement remarqué le numéro 57 sur les bouteilles Heinz.
Ce chiffre est placé là pour une raison très spécifique. Tu as déjà dû te battre pour faire sortir le ketchup de la bouteille au moins une fois dans ta vie. Et à ce moment-là, tu as probablement essayé de la secouer jusqu'à ce que la bonne quantité de ketchup tombe dans ton assiette, n'est-ce pas? Eh bien, plus besoin de faire ça. Il suffit de taper fermement sur l'endroit où est écrit 57 sur le goulot de la bouteille. Et tu pourras faire sortir le ketchup de la bouteille beaucoup plus rapidement. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait 2 trous dans un bidon d'huile pendant que tu le remplissais ou que tu le versais. Et tu t'es peut-être dit, ça doit permettre de la verser plus facilement dans des récipients plus petits. Mais ce n'est pas le cas. Le petit trou est là pour empêcher l'huile de se répandre partout ou de glouglouter. Tu dois donc le déboucher avant de verser l'huile par le grand trou, afin d'éviter de la gaspiller ou de devoir tout nettoyer. As-tu déjà suivi des cours pour améliorer ta vitesse de frappe sur un clavier? Alors tu seras peut-être déçu d'apprendre que les fabricants de claviers cherchent au contraire à te ralentir. Une théorie populaire affirme que c'est la raison pour laquelle les lettres des claviers sont disposées de façon apparemment aléatoire et non par ordre alphabétique. La raison de tout cela remonte aux machines à écrire. Leurs touches étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui permettait aux dactylos d'écrire très vite. Et à cause de cela, les touches se bloquaient et s'en mêlaient facilement. Les fabricants cherchant à éviter cela, on a fini par concevoir les claviers QWERTY ou AZERTY que nous connaissons aujourd'hui. Voici une astuce cachée en bonus avant de finir. L'application horloge de ton iPhone t'indique aussi l'heure qu'il est sur la petite icône de l'écran d'accueil. Des frites dorées mythiques, à la machine à glace en panne, voici 10 secrets que l'industrie de la restauration rapide ne veut vraiment pas que tu connaisses. Ah, les nuggets de poulet. Ces croquettes dorées et croustillantes que l'on trouve dans les chaînes de restauration rapide. Aujourd'hui, elles figurent même au menu des cantines scolaires. Et si je te disais qu'en réalité, elles ne sont pas uniquement composées de poulet? Des chercheurs ont prélevé des échantillons de nuggets de poulet dans les chaînes de restauration rapide au hasard et les ont analysés. Selon les conclusions de l'étude, un échantillon ne contenait que 40% de viande et un autre 50%. Le reste, eh bien, on trouve aussi et surtout de la graisse, du tissu cellulaire et des fragments d'eau dans les nuggets. De nombreuses entreprises de restauration rapide réduisent la viande en bouillie en ajoutant ces éléments. Ils forment ensuite mécaniquement des boules de morceaux de poulet. Pourquoi? Peut-être parce que cette méthode est moins chère et plus rentable. Des millions de restaurants dans le monde affichent des nuggets à leur menu. D'un point de vue scientifique, on ne peut pas affirmer que tous les nuggets sont fabriqués de cette manière, mais de nombreuses études le suggèrent. Plus la viande est transformée, plus elle perd ses bonnes propriétés, comme la vitamine B6 et B12. L'amère vérité est que les entreprises ajoutent des substances, comme le sodium, à la préparation mixée. Le sodium est ajouté pour améliorer la saveur. C'est l'un des ingrédients qui rend les nuggets si succulents. Notre corps a besoin de sodium, mais pas en trop grande quantité. Malheureusement, la plupart des aliments industriels contiennent plus de sodium que notre organisme ne peut en supporter. Il est donc préférable d'éviter de manger trop souvent ce type de plat. Les chaînes plongent en outre leurs nuggets dans de la pâte à frire tempura et les font cuire dans de l'huile hydrogénée. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la santé, mais c'est ainsi qu'ils obtiennent cette jolie teinte dorée. Ok, on met des ingrédients supplémentaires dans les nuggets, mais alors qu'en est-il du poulet grillé? Ces dernières années, de nombreuses marques ont mis l'accent sur le poulet grillé en le présentant comme une alternative plus saine. Des recherches ont également été menées sur le poulet grillé. La même méthode a été appliquée ici. Il s'agit de prélever des échantillons de poulet auprès d'enseignes emblématiques de la restauration rapide et de les envoyer à des laboratoires pour les analyser. Les résultats montrent que les entreprises induisent les consommateurs en erreur en vantant les mérites de ces produits en les qualifiant de sains, naturels et composés à 100% de blanc de poulet. En réalité, plusieurs éléments sont ajoutés à la viande pour la rendre tendre et juteuse. En outre, ces additifs facilitent la cuisson de la viande, sa congélation, son transport et son réchauffage ultérieur en évitant une trop grande perte de moelleux. L'inconvénient de tous ces additifs, c'est qu'ils affectent la valeur nutritionnelle du blanc de poulet. Ces ingrédients ne sont pas franchement sains pour la santé. Nous devons surtout faire attention à 3 points. Le premier est évidemment le sodium. Les échantillons de fast-food contenaient 7 à 10 fois plus de sodium que le blanc de poulet cuisiné à la maison. Imaginons que tu aies envie d'un cheeseburger, mais que tu te dises non, et que tu essaies de choisir un menu moins dangereux. Sache que certains sandwichs au poulet contiennent la même quantité de sodium, voire plus qu'un cheeseburger accompagné de frites moyennes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les additifs phosphatés. Ces produits permettent aux protéines d'absorber plus d'eau. Cela signifie que la viande blanche du sandwich semblera plus juteuse. Tout mot contenant phos dans la section des ingrédients est un additif phosphaté, qu'il vaut donc mieux éviter.
La dernière chose à proscrire est la présence de sucre et d'amidon, non seulement dans le poulet grillé, mais aussi dans la plupart des produits de restauration rapide. Je reconnais que c'est difficile à digérer. L'amidon de maïs, le sucre, le malt sont présents dans le blanc de poulet grillé. Les pains à burger et même certaines frites contiennent également du sucre. Partout où je regarde, il y a du sucre. Mais pas le poulet cuisiné à la maison qui ne contient aucun gramme de glucides. Mais les échantillons de l'étude contenaient du sucre ajouté qui représentait jusqu'à 10% des calories contenues dans le blanc de poulet. Quelle est la morale de cette histoire? Si tu es soucieux de ta santé, tu devrais vraiment choisir d'autres options. Des entreprises comme KFC et Coca-Cola gardent leurs recettes secrètes. Aucune société ne souhaite partager les ingrédients qui rendent sa marchandise irrésistible. Mais avec quelques recherches, on peut déchiffrer bien des choses. Tu veux connaître le secret des frites de McDonald's? C'est écrit sur leur site web. Ils ajoutent de l'arôme de bœuf à l'huile de friture. Cela peut paraître bizarre, mais apparemment, c'est une pratique connue des chefs et des restaurants. La graisse de canard est également utilisée comme arôme, par exemple dans les restaurants haut de gamme. J'adore tout particulièrement les frites, c'est pourquoi j'ai ajouté une autre information. Malheureusement, elles sont encore plus salées que ce que nous pensons. Les experts estiment qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 2300 mg de sodium par jour. Devine la teneur en sodium des grandes frites de McDo, au moins 400 mg. Les frites classiques de Burger King en contiennent 732 mg. Et Five Guys les surpasse encore avec 962 mg de sodium. La prochaine fois, peut-être pourrais-tu demander aux employés d'y aller mollo sur le sel, tu ne crois pas? Imagine la situation, tu es pressé, mais ton ventre te dit « Donne-moi à manger, sinon je vais te mettre de très mauvaise humeur et te gâcher ta journée ». En quête d'une collation rapide, tu entres dans un fast-food. Tu commandes ton hamburger préféré. Il sent trop bon et a l'air de sortir du barbecue et d'être préparé à l'instant. Eh bien non, il existe juste différents types de grilles conçus à cet effet qui permettent de cuire la viande très rapidement. Désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais ces marques de grilles parfaites sur ton hamburger ne proviennent pas de vrais accessoires de cuisine. C'est l'usine qui les ajoute. Si tu veux savoir si un restaurant est propre, regarde sous le bac à glace de la machine à soda dans les endroits où tu peux prendre ta propre boisson. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous avez résolu l'affaire. Diverses études indiquent que si ces machines ne sont pas nettoyées correctement, la glace sale et contaminée peut provoquer des maladies. Il peut y avoir des moisissures ou des bactéries. Le nettoyage des machines à glaçons n'est pas chose aisée. Il en va de même pour les distributeurs de crème glacée. La rumeur veut que ces machines ne soient en fait jamais en panne, mais que les patrons ne trouvent simplement pas le temps de les nettoyer correctement. Alors, quel est le meilleur moment pour se procurer un vrai bon repas? Ici, il y a deux écoles, et elles ont toutes les deux de solides arguments. La première recommande d'éviter de commander de la nourriture grillée dans les chaînes entre 19h et minuit. De nombreux anciens employés racontent qu'ils ont parfois préparé des tacos ou des hot dogs vers 4h ou 5h du matin, mais qu'ils ont attendu jusqu'à minuit pour les servir. Ce n'est pas très sain. L'autre groupe affirme qu'il est préférable de commander entre 11h et 13h, ou entre 18h et 20h pour obtenir le repas le plus frais possible. Comme ce sera à l'heure du déjeuner et du dîner, il y aura du passage et on pourra obtenir une nourriture convenable. Les entreprises de restauration rapide ont mis au point des techniques de marketing, de design et de psychologie pour nous attirer et nous inciter à commander. Toutefois, ils ne veulent pas non plus que les clients restent à l'intérieur trop longtemps. Si on mangeait dans une ambiance tamisée, à la lumière des bougies, on prendrait le temps de déguster. Mais comme son nom l'indique, dans les fast-foods, il faut aller vite. Ils ont des lampes de néon et un éclairage maximal. De même, les sols et les tables présentent des surfaces réfléchissantes qui donnent à la nourriture un aspect agréable et brillant. De plus, la musique est généralement forte et entraînante. Tout est fait pour que le client ne passe pas des heures dans ces établissements. Cependant, ils veulent exploiter au maximum les 20 premières minutes qui suivent la commande. Plus on mange vite, plus on met du temps à se sentir rassasié. Les scientifiques affirment qu'il faut environ 20 minutes à notre estomac pour informer notre cerveau. Bon, maintenant je suis rassasié. Il est agréable de manger dans un endroit bien propre, mais la plupart de ces entreprises utilisent des produits de nettoyage contenant des substances chimiques vraiment très puissantes. Supposons que le personnel ait nettoyé les lieux à la fin de son service. Ils ont essuyé la machine à soda et la surface du grill, et puis toi tu es arrivé à l'ouverture le lendemain. Il se peut que des résidus de produits chimiques se retrouvent sur ta nourriture, contrairement à d'autres clients qui se sont présentés plus tard dans la journée. Il est probable que ton veggie burger ne soit pas 100% végétarien. Je veux parler du grill, pas de la viande elle-même. Dans la plupart des chaînes, les hamburgers végétariens sont cuits sur le même grill que les hamburgers à base de viande. Et toi, as-tu des secrets sur les chaînes de restauration rapide que tu veux partager? Raconte-les aux autres membres de la communauté sympa dans les commentaires.
Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas. Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ces biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Willey Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre 2 pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom.
Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale. Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à ketchup, ce qui signifiait saumure de poisson mariné. Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot ketchup a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses 3 amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapeños par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de Nacho ». Les soufflés au fromage étaient des poubelles dans les années 1930. Edward Wilson a remarqué du maïs qui sortait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux. Ces déchets lui ont semblé intéressants. Alors Edward a décidé de les rapporter chez lui pour essayer de les assaisonner. Il a remarqué aussi que le maïs soufflé durcissait quand il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée un franc succès et a donc été développée pour devenir un snack de renommée mondiale. Les nouilles instantanées n'ont pas été inventées par hasard, mais il y a eu plusieurs erreurs lors de leur invention. L'idée principale était de créer quelque chose avec une longue durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando a inventé une méthode pour conserver les nouilles. Elles étaient traitées de différentes manières, comme par exemple cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans l'huile chaude et assaisonnées. Ces nouilles instantanées étaient un produit de luxe à l'époque, car elles coûtaient bien plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué. Le yaourt est un autre produit qui a été inventé sans le vouloir. Il est apparu pour la première fois en Asie centrale il y a des milliers d'années. Certains éleveurs conservaient sans le savoir le lait dans un endroit où il y avait énormément de bactéries. Le lait était fermenté, ce qui donnait une texture plus épaisse et un changement de goût. L'un des bergers n'avait pas peur de ce genre de plat et l'a goûté. Il n'a pas été malade, alors d'autres personnes ont commencé à en manger elles aussi. Aujourd'hui, la limonade rose a cette belle couleur grâce au jus de raisin et aux colorants ajoutés. Mais il y a 2 légendes qui racontent comment elle a été inventée et toutes 2 mettent en scène des personnes qui travaillaient dans un cirque. La première histoire prétend que Henry Allotte, qui donc travaillait dans un cirque, a involontairement laissé tomber quelques bonbons rouges à la cannelle dans la limonade, ce qui lui a donné cette couleur rose. L'autre histoire est un peu dégoûtante. Elle prétend que Pete Conklin, employé de cirque, est un jour tombé à court d'eau pour sa limonade et a utilisé à la place l'eau de la baignoire dans laquelle l'une de ses collègues avait lavé ses bas rouges. La couleur de ceux-ci avait rendu l'eau rose. Pete a ajouté du sucre, des rondelles de citron et de l'acide. Il l'a appelée limonade aux fraises. Les clients l'ont beaucoup aimé et ses ventes ont doublé. Et oui, les gens avaient adoré. La tarte tatin, qui est une version caramélisée et renversée de la tarte aux pommes, a été fabriquée pour la première fois par erreur. 2 sœurs françaises, Stéphanie et Caroline Tatin, dirigeaient un hôtel dans les années 1800. Un jour, Stéphanie a voulu cuisiner une simple tarte aux pommes, mais elle a fait mijoter les pommes dans du beurre pendant trop longtemps. Pour dissimuler son erreur, elle a mis la croûte sur les pommes et a mis le tout au four. Lorsqu'elle a sorti la tarte, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs endroits brûlés. C'était décidément une bien mauvaise journée pour cuisiner. Elle ne voulait pas que les invités les voient, alors elle a retourné sa tarte et l'a présentée comme une toute nouvelle recette. Étonnamment, les invités ont adoré la tarte, qui est vite devenue leur dessert préféré. Bon, je dois y aller, j'ai vraiment faim. Aujourd'hui, nous allons te dévoiler quelques secrets de la restauration rapide. Nous savons déjà tous que nous ne mangeons jamais exactement la même chose que ce que nous voyons dans les publicités. Mais il y a bien d'autres choses à savoir sur la façon dont les fast-foods nous poussent à acheter des produits. C'est comme s'ils faisaient comprendre à notre cerveau « J'ai vu quelque chose de délicieux, prends ça pour moi le plus vite possible ».
Imagine que tu entres dans une zone de restauration et que tu sentes toutes ces bonnes odeurs de nourriture. En te baladant, un parfum se détache de tous les autres. Un roulé à la cannelle tout chaud. Certes, ils les cuisent vraiment, mais l'odeur qui parvient à ton nez ne sort pas directement du four. Les chaînes de boulangerie Cinnabon placent leur four près de la porte d'entrée pour attirer les clients. Mais l'odeur n'est pas due qu'à la cuisson. Le personnel fait chauffer des plaques de cuisson saupoudrées de cannelle et de sucre roux pour maintenir l'arôme sucré dans l'air tout au long de la journée. Ces odeurs donnent faim, même si le ventre n'est pas vide. Je te présente le marketing de l'arôme. L'objectif est de rendre les produits irrésistibles. As-tu remarqué l'odeur unique des frites croustillantes de McDonald's? C'est la même dans tous les magasins du monde. Il s'agit d'une stratégie bien pensée. Lorsque le consommateur sent ces odeurs, son corps augmente la production de gréline. La gréline est l'hormone de la faim. C'est ton estomac qui la produit. Donc oui, ces odeurs peuvent stimuler ton appétit. Une autre stratégie pour attirer les clients consiste à utiliser le pouvoir des couleurs. Elle stimule également l'appétit. Réfléchis aux logos des fast-foods les plus célèbres et aux couleurs utilisées à l'intérieur et dans leur stratégie de marque. Les slogans, les emblèmes ou les plats peuvent changer, mais presque toutes les chaînes de restauration rapide connues utilisent une palette de couleurs similaires. Ce n'est pas une coïncidence. Des recherches ont prouvé que ces teintes chaudes activent la faim. De plus, elles attirent l'attention. Imagine un feu de circulation ou un panneau d'arrêt. On a envie de s'arrêter. Autrefois, les gens dépensaient beaucoup de calories pour trouver leur nourriture. Et toi, tu vas chasser des animaux et cueillir des herbes? Non. Il te suffit de te rendre dans un restaurant au coin de la rue pour obtenir ton repas en 5 minutes. Comme cette nourriture n'est pas chère et qu'elle est servie rapidement, le système de récompense de ton cerveau la privilégie. La commodité crée également une dépendance, comme le sucre. Les marques en sont conscientes, ce qui nous amène au point suivant. Les entreprises savent comment fonctionne notre cerveau et le manipulent. Si l'on te demande si tu veux des frites ou une boisson en plus grande quantité, il est probable que tu répondras par l'affirmative. Chaque marque gagne des millions de dollars rien qu'en augmentant la taille des menus, par exemple. Augmenter la taille des menus coûte moins cher, mais oups, en réalité, on vient de dépenser plus que ce que l'on avait prévu. Le format de prix et le menu à 1 $ font aussi partie de cette astuce. La publicité annonce des chiffres tels que seulement 5,89. C'est presque 6, mais ton cerveau l'associe au chiffre 5, parce qu'il y a écrit 5 et non 6. De plus, les décimales sont parfois petites et difficiles à lire. Lorsque l'on choisit l'option à la carte, les plats sont placés sur les côtés et les plats à valeur ajoutée sont affichés en gros plan. Lorsque tu regardes les prix, une zone de ton cerveau, appelée cortex orbitofrontal, prend le contrôle. Les recherches montrent que lorsqu'une personne achète quelque chose en sachant qu'il y a une meilleure option, l'activité cérébrale présente des signes de souffrance. L'offre est intéressante, mais si tu l'acceptes, tu finiras par manger plus. Peut-être voulais-tu seulement déguster un hamburger, mais tu te retrouves aussi à dévorer des frites et à boire un soda. Cela dit, c'est parfait si c'est ce que tu voulais depuis le début. Je n'ai rien à redire à cela. Tu sais que tes hamburgers sont emballés dans du papier anti-graisse. Cela signifie que ce papier peut contenir des substances chimiques nocives. Des chercheurs ont testé des échantillons prélevés sur 400 récipients et emballages de chaînes de restauration rapide. Ils ont découvert que 38% des emballages de sandwich et de hamburgers contenaient du fluor, une substance plutôt toxique. Et les emballages de sandwich et de hamburgers ne sont pas les seuls concernés. Ils ont également découvert que 56% des emballages de desserts et de pain et 20% des pochettes de frites contenaient du fluor. Malheureusement, les fast-foods ne sont pas les seuls à être nocifs. Leurs emballages le sont aussi. Voici un autre tour de passe-passe. Lorsque tu vas chercher un encas au drive-in, les machines reconnaissent ta plaque d'immatriculation et sur la base de tes achats précédents, font défiler devant toi des options analogues. Une autre caractéristique des drive-in est qu'ils sont équipés de caméras. Parfois, il suffit de parler à l'aide de la sonnette. On ne voit pas le personnel, mais attention, lui peut nous voir dans certaines chaînes. Celles-ci utilisent des dispositifs tels que des capteurs magnétiques pour détecter les véhicules. Les employés sont alors avertis par leurs écouteurs. Ils appuient sur un bouton spécial pour activer leur micro. Sans capteur, sans caméra et sans fenêtre, comment pourraient-ils te voir arriver? Ils ne sont pas médiums. Ne t'inquiète pas trop cependant. Les employés ne se soucient probablement pas de ce que tu fais. Ils ont 1 million d'autres choses à faire.
Imaginons que tu prennes un hamburger au drive-in, il contient de la viande grillée, mais attends un peu, est-elle vraiment grillée? Mauvaise nouvelle. On ajoute à la viande une solution, une sorte de sauce à la saveur grillée qui crée de fausses lignes de grillade. Il est impossible de faire griller de la viande dans un délai aussi court. Mais les clients aiment cet aspect, alors ils choisissent cette option. En parlant de trucage, les fast-foods sont très industriels et transformés. Je veux dire par là que la saveur des hamburgers et des nuggets disparaît souvent au cours du processus. Pour compenser cela, les entreprises ajoutent des produits chimiques spéciaux pour donner du goût et de l'arôme aux aliments. Nous avons déjà parlé des astuces utilisées par les enseignes dans les drive-in. Il est temps de révéler les secrets des kiosques en libre-service. Les consommateurs ont tendance à dépenser plus lorsqu'ils commandent leur repas par l'intermédiaire de ces bornes. Les restaurants prévoient que les clients dépenseront environ 20% de plus. Le système de ces kiosques est conçu pour faire de la vente incitative. Les caissiers posent des questions, mais lorsque l'on utilise un kiosque en libre-service, on ne se sent pas bousculé ou peut-être jugé pour sa commande et ses choix. Un procès a été intenté aux États-Unis concernant le sandwich au thon d'une chaîne de restauration rapide. Il s'est avéré que l'ingrédient présenté comme du thon n'en contenait pas du tout. C'est ce qu'ont conclu des tests effectués par des laboratoires indépendants sur plusieurs échantillons prélevés dans cette chaîne en Californie. La chaîne de restauration rapide a déclaré que les allégations étaient fausses. Nous devons donc attendre et voir ce qu'il en est. Voici un fait sur les nuggets, et il est prouvé. Cela peut être difficile à digérer, mais les nuggets ne contiennent souvent pas de poulet. Des scientifiques les ont testés et ont constaté qu'ils ne comportaient généralement que 50% de viande. Apparemment, il existe un procédé appelé viande séparée mécaniquement. Le reste du produit provient de là. Envie de manger un blizzard, un cornet ou un parfait de chez DQ? Personne ne peut t'en empêcher. Mais tu dois savoir que, techniquement, ce que tu manges n'est pas de la crème glacée. Les boissons gazeuses de Dairy Queen contiennent 5% de matière grasse laitière. Selon la FDA, un produit doit contenir au moins 10% de matière grasse laitière pour être considéré comme de la crème glacée. Cela dit, l'entreprise ne garde pas ce détail pour elle. C'est effectivement écrit sur son site web. Qu'en est-il des coupons de réduction ou des produits gratuits? Tout cela fait partie du plan. Certaines personnes vont au restaurant avec des bons de promotion. Ils se disent « je pourrais aussi avoir ceci ou cela puisque je suis déjà là ». La majorité d'entre eux achètent autre chose, et l'article qu'ils choisissent est souvent plus cher que celui qui était gratuit sur leur coupon. Il arrive que les gens veuillent choisir des options plus saines dans les chaînes de restauration rapide. Ils ne comprennent peut-être pas que ce qui est sain n'est pas forcément si bon au final, si la personne commande une salade de poulet remplie de sauce. Elle risque même de consommer plus de calories qu'un hamburger. En outre, les options plus saines coûtent souvent plus cher que les produits ordinaires. Quoi qu'il en soit, cette liste ne cesse de s'allonger. Après tout, l'industrie de la restauration rapide est énorme. Il s'agit de milliards de dollars. C'est peut-être pour cela qu'il y a beaucoup de secrets dans les coulisses. Nous avons parlé de tout cela et maintenant, j'ai envie de commander un hamburger. À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais, et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers.
De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de banane avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées, alors choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité. Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée.
Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair. Pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Lorsque tu choisis tes yaourts, fais attention à l'étiquette. Moins il y a de mots dessus, mieux c'est. 3 ingrédients de base suffisent pour que ça fonctionne. Le reste pourrait être des conservateurs et du sucre dont tu n'as pas besoin. Si tu vois probiotiques et ferments actifs, c'est bon signe. N'oublie pas de prendre du fromage. Pas celui-là, cependant. Les fromages à pâte molle, comme la ricotta, le fromage frais, le chèvre frais ou le fromage râpé, ne doivent pas avoir de moisissure. Elle peut facilement se répandre. Un peu de moisissure est acceptable sur les fromages à pâte dure. Tu peux soigneusement découper la zone autour et le manger quand même. Youpi! Tu as fini de faire tes courses. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. L'aki est un fruit jamaïcain qui possède une saveur vraiment unique. Il est doux et onctueux et les personnes qui l'ont testé disent qu'il a le même goût que les œufs brouillés. On peut le consommer en toute sécurité tant qu'il est mûr. C'est pourquoi l'importation d'aki cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse. La chair rose a l'air appétissante mais ne te fie pas à elle, elle est hautement toxique, de même que ses graines noires. Le corosol est un autre fruit interdit aux États-Unis en raison de ses toxines. Il est également appelé guanabana et peut libérer des substances toxiques entraînant des effets très désagréables s'il n'est pas mûr. Fans du corosol, ne soyez pas tristes. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la pulpe congelée dans les supermarchés. Un autre produit qui doit être mûr à 100% pour ne pas courir de risque est le sureau. Les baies de sureau cru sont riches en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est pas franchement très bon. Ces baies sont cependant très appréciées. On les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, tout ce que tu veux. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. Et non, le sureau n'est pas interdit. Le cyanure ne semble pas si dangereux en comparaison des aliments qui contiennent de la trédotoxine, qui est 1200 fois plus forte. Le poisson globe est un mets délicat japonais, et il est justement rempli de cette substance. Personne ne peut manger ce poisson sans courir de risque, mais les chefs japonais ont maîtrisé l'art de le préparer à la perfection. Pour le rendre comestible, ils enlèvent simplement les parties toxiques. Ce mets délicat s'appelle le fugu et coûte environ 200 $ par portion. Tu pourrais acheter un tas de saumon complètement sans danger à la place. Le fugu est presque totalement interdit aux États-Unis. Seuls quelques endroits autorisés en vendent, mais il faut vraiment avoir envie de tenter une telle aventure gastronomique. Kasumatsu signifie littéralement fromage pourri. Désolé, tu ne peux pas en goûter une bouchée aux États-Unis. Alors si tu ne peux vraiment pas résister à la tentation, va donc en Sardaigne, en Italie. En fait, il s'agit tout simplement d'un fromage de lait de brebis avec une pincée de magie. Des mouches spéciales déposent leurs œufs à l'intérieur de ce fromage, et il reste là pendant 40 jours. Au moment où il est prêt à être consommé, des asticots vivants se chargent de le décomposer. C'est grâce à eux que le fromage a cette texture particulière et cette saveur épicée. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires. Contrairement au doux et crémeux Kasumatsu, le fromage himalayen Turpi est célèbre pour être le plus dur du monde. Comme tout produit normal de ce genre, il est fabriqué à partir de lait. Ce qui le rend différent, c'est qu'il reste frais jusqu'à 20 ans. Le lait est également assez spécial. Les vaches, qui sont en fait un croisement entre des vaches et des yaks, mangent une variété d'herbes de montagne. Ce lait a une saveur unique grâce à ces herbes, mais fais attention à tes dents en croquant ce fromage, il est dur comme de la pierre.
À Singapour, tu n'auras jamais de caries à cause du chewing-gum. Et non, ce n'est pas parce qu'ils prennent bien soin de leurs dents, en fait c'est complètement illégal là-bas. Cet endroit est connu pour sa propreté et le pays a dépensé une fortune pour nettoyer tous les endroits et interdire le chewing-gum. Il a été interdit en 1992 et les vendeurs ont dû cesser immédiatement la vente pour ne pas risquer des amendes super élevées. En parcourant les allées des supermarchés lors de tes différents voyages, tu peux constater qu'il n'y a pas de lait cru en stock. Il est interdit dans de nombreux États américains et dans d'autres pays, notamment au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Écosse, pour des raisons sanitaires. Alors que le lait cru est interdit en Écosse, le haggis est tout à fait autorisé là-bas. Pourtant, il est interdit aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis et que tu as moins de 45 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé de panses de brebis farcies et d'abats de mouton, mélangés à des flocons d'avoine, le tout épicé avec un tas d'oignons émincés, sans oublier le suif et le bouillon. La texture est friable et grossière et son goût est assez épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets. Le manioc est une racine tropicale toxique dont il existe deux types. La variante douce contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour réduire la teneur en toxines à un niveau non dangereux. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon et sa saveur est vraiment subtile. Le manioc peut être utilisé de la même manière que les pommes de terre, en purée, bouillie ou frit. Qu'en penses-tu ? Que dirais-tu d'un bon haggis accompagné de purée de manioc au lieu de pommes de terre ? D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pommes de terre 100% inoffensives, tu sais. Tout dépend si elle est mûre ou pas. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines et les germes de pommes de terre sont également très dangereux. Il en va de même pour les amandes et les noix de cajou vertes qui sont pleines de cyanure si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous achetons au supermarché sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont totalement sûres. Les prunes jaunes ou mirabelles sont interdites dans les 50 États américains. Ces fruits sont tout à fait normaux et il n'y a rien de mal à les manger. Mais tu peux seulement déguster ces prunes en France, en Lorraine. La loi sur l'importation est un peu bizarre et ce fruit est d'origine protégée. Si le bar est le genre de plat dont tu ne peux pas te passer, alors le Royaume-Uni n'est pas ta destination. Ce poisson a été récemment interdit là-bas en raison du déclin de la population de bars. Il en va de même pour le caviar de beluga aux États-Unis. L'un des aliments les plus chers du monde ne peut plus être trouvé en Amérique en raison de nouvelles réglementations visant à protéger le poisson. Tu as envie d'un hamburger avec de la viande toute fraîche, du pain moelleux et beaucoup de ketchup ? Vas-y et prends-le, sauf si tu es un élève d'une école française. En France, une loi réglemente l'utilisation du ketchup dans les cafétérias pour étudiants et ils sont uniquement autorisés à le consommer avec, tu l'as deviné, des frites. Le corps du requin du Groenland se débarrasse de tous les déchets qu'il produit en les filtrant à travers sa chair et sa peau. Il n'est donc pas étonnant que sa chair soit toxique. C'est une bonne raison de ne pas en manger, mais pas en Islande. Le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour être séché pendant 3 à 5 mois. Au final, on obtient quelque chose comme du poisson fermenté à l'odeur d'ammoniac, avec une texture de gelée qui rappelle celle du pain mouillé. Certaines choses s'améliorent avec le temps, certes, mais rarement la nourriture. Mais il y a un café à Bangkok où l'on prépare la même soupe au bœuf et aux nouilles depuis 45 ans. Cette soupe qui ressemble à une potion mijote depuis plus de 4 décennies. Le bouillon n'a jamais été jeté et on le garde toujours la nuit pour préparer les portions du lendemain. L'un des secrets de cette saveur unique est l'énorme rebord de graisse autour de la casserole qui s'est formé parce qu'ils ne l'ont jamais lavé. Ok, maintenant j'ai l'excuse parfaite pour faire la même chose. Quoi ? La nourriture a juste meilleur goût de cette façon. Au Cambodge, tu peux essayer un snack croustillant qui a un peu le goût de crabe. Il est frit et un peu assaisonné. L'ingrédient principal est une tarentule. Cela ne ressemble pas vraiment à un déjeuner. Ok, tu ne l'aurais pas deviné si je te ne l'avais pas dit. Cette soupe qui ressemble à un virelang est vraiment succulente. La saveur est forte mais délicate et elle a le goût des crevettes. Ce plat traditionnel, laotien, semble vraiment cool, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fait avec des œufs de fourmis. Pour lui donner un peu d'aigreur, ils ont aussi tendance à ajouter quelques petites fourmis. Au Mexique, on ne jette pas les grains de maïs devenus noirs parce qu'ils sont pourris. On les garde pour faire une spécialité culinaire appelée huitlacoche. Les champignons qui recouvrent le grain donnent une odeur de terre et de bois. Miam miam. Certains plats ont juste besoin d'être décorés, surtout les gâteaux et les tartes. En Angleterre, il existe une tarte appelée Stargazer. Regardez les étoiles. Son nom parle de lui-même. Les sardines accompagnées de pommes de terre et d'œufs sortent de la croûte de la tarte et fixent le ciel. Ce qui donne un peu la chair de poule. Parfois, ce sont les queues qui pointent vers le ciel. Le thé aux champignons est une autre chose bizarre que l'on boit en Europe de l'Est avec les boissons à base de lait acide.
Il s'agit en fait d'un thé noir ou vert fermenté. On le prépare en ajoutant toute une culture de bactéries. On ne les consomme pas, elles ne font que fermenter la boisson à du thé sucré. Le sucre agit comme une levure. Ajoute du jus, des épices ou tout ce que tu veux selon ton goût. Régale-toi, ou du moins essaie de le faire. Les yeux de thon sont un mets très populaire en Chine et au Japon. Il faut les faire bouillir avant de les manger et il faut aussi les assaisonner. Si tu réussis, tu auras un mets délicat au goût de calmar. Et il coûte moins d'$1. Je parie que tu louches sur celui-là.